La désignation de Madame Lemestre comme secrétaire de séance. J'ai les procurations de Frédéric Descotte à Noël Gaz, de Yann Reynaud à moi-même, de Myriam Raymond à Madame Le Capavès, de M. Thierry Duval à Madame Senot, de M. Candelier à Madame Barra, de Madame Zéphir à M. Julien et de Madame Navarro à M. Chambon. Avant d'ouvrir la séance dans son ordre du jour, suite à la démission de Sandrine Alexandre, j'installe officiellement dans ses fonctions de conseil municipal Florence Charpentier, qui était la suivante dans la liste majoritaire et qui nous rejoint ce soir. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et nous savons qu'elle a son rôle extrêmement à cœur, comme nous déjà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un filage avec son départ à la retraite, puisqu'elle a terminé sa carrière professionnelle il y a à peine un mois. Donc on est très content de l'avoir parmi nous. Et encore une fois, bienvenue à toi, Florence. Merci. Approbation du procès verbal de la séance du 5 juin 2026. Donc pour le coup, Florence, tu ne prends pas part au vote puisque tu ne t'es pas encore installée. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Décision du maire. Alors, décision du maire. Dans le cadre des délégations qui m'ont été données par le conseil municipal, j'ai pris les décisions suivantes. Décision du 18 juin 2026, non-remboursement d'une caution de 750 € en compensation partielle des loyers impayés de M. Cesson pour le logement communal qu'il occupait au 9 bis rue du 8 mai. Le montant des impayés s'élève à 13 650, c'est le montant total des impayés qui s'élève à 13 659 €. C'est une maison qui était située et qui a été démolie il y a 5 ou 6 ans. C'est la maison qui était située en face du Café de la Paix, qui a été désaffectée il y a au moins 5 ou 6 ans. C'est une dette qui date de pratiquement une décennie. Donc, du coup, la caution, nous ne la récupérerons pas et M. Cesson a disparu de la circulation complètement. Voilà. Décision du 26 juin 2026. Préemption en révision de prix de la parcelle cadastrée D492 au lieu-dit la Joncas d'une superficie de 6 360 m² au prix de 5 088 €, soit 0,80 € le mètre carré, prix habituellement pratiqué dans ce secteur. Le prix demandé par le propriétaire était de 19 000 €. Donc, on a jugé bon de préempter. Vous le savez, on essaie d'avoir une politique d'acquisition foncière qui est cohérente et on évite ainsi à la fois la cabanisation et que les gens ne s'emparent de la garrigue à mauvais escient. Décision du 3 juillet 2026, ouverture d'un compte à terme auprès de la Direction générale des finances publiques. Les caractéristiques de ce placement dont le montant provient des ventes réalisées par la commune en 2023 sont les suivantes. Montant du placement 532 000 €, durée du placement 1 an, taux d'intérêt nominal 2,50%. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces décisions? Ok. Le point numéro 3, instauration de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Je donne la parole à M. Mandelbaum. Bonsoir, merci Pierre-Marie, merci Monsieur le maire. Donc la loi de finances pour 2026 introduit une réforme structurelle de la fiscalité appliquée aux logements vacants. L'article 27 de cette loi prévoit la création d'une taxe unique, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, TVLH, destinée à remplacer à compter du 1er janvier 2027 les dispositifs actuels,
TLV, taxe sur les logements vacants, et THLV, taxe d'habitation sur les logements vacants. À Castries, qui fait partie des communes hors zone tendue, c'est la THLV qui s'applique à ce jour au bénéfice de la métropole. À partir de 2027, sur le territoire des communes classées en zone non tendue, comme Castries, la TVLH peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre. Cette taxe s'applique sur les logements habituels non meublés, habitables par contre. Cette taxe s'applique sur les logements habitables, non meublés et vacants. Sont considérés comme vacants les logements dont la durée d'occupation pendant au moins 2 années consécutives est inférieure à 90 jours consécutifs au cours de la période. Le taux de cette taxe sera fixé au moment du vote du budget. Afin que la commune puisse bénéficier d'une recette supplémentaire, il vous est proposé d'instituer cette taxe sur la vacance des locaux d'habitation à compter du 1er janvier 2027. La loi nous offrait cette possibilité de récupérer cette somme auprès à lieu et place de la métropole. On a décidé de ne pas s'en priver. Actuellement, le taux est de 12,08%. Il y a des remarques. Monsieur Julien. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de la recette qui est censée rapporter le vote du coup de cette taxe? Est-ce qu'on doit en déduire que c'est le montant qui était perçu par la métropole avant? Et si oui, quel était ce montant pour l'année 2025? Actuellement, il est plus de 30 000 euros. Là, comme je vous le dis, il est de 12,08%. Ça ne présage en rien de ce qu'il sera à l'avenir. Ouais, pardon, excusez-moi. Alors, c'est bon? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 4, subvention aux associations. Comme il est de coutume chaque année, je vais laisser la parole à Jérôme Cabrol. Nous allons voter les subventions les unes après les autres de chaque association. C'est simplement pour être complètement raccord avec la loi et éviter les conflits d'intérêts s'il y avait lieu. Monsieur Cabrol, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. La commission sport, vie associative et animation de la ville s'est réunie le 5 mai 2026 afin d'analyser les demandes des associations et de faire des propositions au conseil municipal. Toutes ces propositions sont consignées dans le tableau qui vous a été adressé avec la convocation à ce conseil. Le total général des subventions aux associations pour l'année 2026 fait apparaître un montant de 28 050 euros. Il vous est demandé d'accepter de verser ces subventions. Aikido Club de Castries, 150 euros. Est-ce que quelqu'un a des remarques sur l'aïkido? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ancien combattant, 500 euros. Pareil. Qui est contre? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. À petits pas, 100 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. AS+, 300 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Association Saint-Étienne, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. ATC Les Manades, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Avenir Castriote, 6 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Badibule, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Béranger Aéromodélisme Club, 300 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Castries Tennis de table, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Cercle Taurin, 1300 euros. Ah, monsieur Julien pour le cercle Taurin. J'ai une question dans la présentation qui est faite. Il me semble que nous avons voté lors d'un précédent conseil municipal une subvention exceptionnelle au cercle Taurin, qui s'ajouterait donc à la subvention qui est mentionnée de 1300 euros. Alors je voulais savoir pourquoi elle n'était pas indiquée dans la liste des subventions au titre de l'année 2026. Alors là, on vote, comme vous l'avez compris, la subvention exceptionnelle concernait l'organisation du trophée de Montpellier Méditerranée Métropole.
et précédent, de l'année d'avant. Ça, je l'avais bien en tête. Par contre, il me semble que nous l'avons bien imputé sur le budget 2026, puisque vous avez proposé, lors de l'adoption du budget, une délibération spécifique. Donc, il me semble qu'elle figure au titre des subventions qui vont être perçues par le Cercle Taurin en 2026, et figurait-elle comme telle? En fait, c'est simplement une question de calendrier. Elle est bien inscrite au budget 2026, mais classiquement. Et là, ce point-là, c'est les subventions nouvelles de cette année. Ça, c'est CLDR. Là, c'est la subvention classique. Au compte administratif, et vous aurez les deux qui seront indiqués. De manière tout à fait classique. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Après, pour revenir au Cercle Taurin, les subventions qu'ils demandent, et vous le voyez, sont assez minimes. Déjà parce qu'ils organisent énormément de lotos tout au long de l'année, ils font pas mal de manifestations pour justement éviter à la fois de demander de la subvention et pour pouvoir continuer à faire vivre les traditions. Merci. Et l'angélique, 2500 euros. On a voté sur le Cercle Taurin. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Évasion moto, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. FNACA, 400 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Gymnastique volontaire, 1400 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Handball la Cadoule, 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Joyeuse boulette, 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Judo castriote, 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Lecture et patrimoine, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nœud de l'amitié, 100 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Running club, 1300 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Société de chasse, c'est une subvention exceptionnelle, 1500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Taekwondo AMC Hero, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Taishido, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le temps des loisirs, 300 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Verger partagé, c'est une subvention exceptionnelle, 3500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est dans le cadre du projet sur la Cadoule et de la régénération des terres. Oui, c'est possible. Voilà. Volleyball, 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ensuite, il y a 5 associations au niveau social. C'est Madame Crozet Chantal qui s'en occupe en tant qu'adjoint au maire. C'est sa commission qui a décidé des montants donnés. Mais puisque j'ai la parole, c'est moi qui l'ai dit. C'est le conseil d'administration. La page, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La FNAT, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La PEPA de Montpellier, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Secours catholique, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. SOS Méditerranée, 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci, Monsieur Cabrol. C'est un peu fastidieux, mais c'était nécessaire de cet exercice. Et merci à la commission du travail fourni également. Convention de financement avec le comité des fêtes. Donc, pareil, là pour le coup, c'est la subvention annuelle qui est attribuée au comité des fêtes dans le cadre de l'organisation de la fête votive. Il ne prendra pas part au vote M. Caragus qui est au bureau du comité. Et donc, je laisse la parole à M. Cabrol.
convention de financement avec le comité des fêtes. Le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques fait obligation de conclure une convention lorsque le montant annuel versé dépasse 23 000 €. En conséquence, il a été établi une convention de financement entre la commune et le comité des fêtes. Cette convention prévoit le versement de la somme de 25 800 € au comité des fêtes pour l'organisation de diverses manifestations sur la commune au cours de l'année 2026, notamment la fête gothique. Exceptionnellement, cette année, ce montant inclut l'organisation d'une arrivée depuis le pont de Bagnères. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Il y a des remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Projet autour des cultures urbaines, attribution d'une subvention, Madame Couget. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la Convention en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, la CGEAC, la commune a souhaité développer un projet avec l'association Line. Ce projet vise à fédérer les jeunes de Castries, maternelle, élémentaire et adolescents, autour d'une œuvre artistique collaborative inspirée du patrimoine local et des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Il permettra aux enfants et adolescents de raconter leur territoire, de réinventer Castries à travers leur regard et de laisser une trace visible et fière dans l'espace public. Les objectifs pédagogiques sont multiples. Sensibiliser à l'histoire et l'identité locale, favoriser la mixité et la coopération entre tous les âges, stimuler la créativité, l'expression et l'engagement, travailler autour de l'environnement, de la nature et des espaces verts, valoriser le vivre ensemble. Après une phase de création collaborative, les enfants réaliseront des fresques urbaines en collaboration avec un artiste spécialisé. Ce projet est financé par la DRAC Occitanie, 2 000 €, Montpellier Méditerranée Métropole, 2 000 €. Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Line pour participer à ce projet culturel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je voulais savoir, est-ce qu'on avait une idée des lieux qui seraient les lieux pour les fresques? Est-ce que ça a été Je vais te répondre. Non, nous allons étudier ça en commission, parce qu'il y a aussi, dans le cadre de l'embellissement, on avait envisagé de faire aussi des fresques sur certains endroits. Donc, on va dissocier les deux. Donc, la commission embellissement et la commission culture vont faire un petit groupe de travail pour attribuer les lieux aux autres. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Modification des tarifs de la restauration scolaire. Madame Sono. Merci. Les tarifs de la restauration scolaire et des ALAE ont été approuvés par délibération du 10 juillet 2025. Donc, avait été voté donc, le 10 juillet 2025 l'augmentation des repas enfants, ALAE du midi, ALAE du matin, ALAE du soir ou études. Je vais vous faire grâce de tout le tableau. En gros, le repas enfant allait de 3,49 à 5,07, l'ALAE du midi de 0,42 à 1,85, l'ALAE du matin de 0,27 à 1,69 et l'ALAE du soir ou l'étude de 0,27 à 1,69. Évidemment, il y a 8 tranches de revenus. Le quotient familial est déterminé par le ratio, revenu imposable divisé par le nombre de parts. Compte tenu de l'augmentation du prix des denrées et des fruits, une nouvelle grille des tarifs des repas est établie pour la rentrée de 2026 sur la base d'une augmentation de 3%. Les tarifs à l'AE restent inchangés. Ce dossier a été examiné par la Commission Éducation, Enfance et Jeunesse le 23 juin dernier. Il vous est donc demandé d'approuver les tarifs suivants. Pour le repas enfant, le tarif variera de 3,59 à 5,22. Les autres, l'ALAE du midi, du matin et du soir sont inchangés. Le tarif adulte passe à 6,53 au lieu de 6,34.
Et les tarifs pour le centre aéré restent inchangés. Tarif centre aéré 4,76, repas 4,14 et goûter 0,62. Voilà, cette année, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la totalité des ALAE. Nous avons augmenté uniquement les denrées alimentaires compte tenu de l'augmentation des denrées. Et le choix qui a été fait, c'était de ne pas baisser ni la qualité, ni la quantité. Voilà. Tout en préservant le pouvoir d'achat des patriotes. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, Madame Couzet? Par rapport à cette augmentation de tarifs, je voudrais signaler qu'en conseil d'administration du CCAS, nous avons décidé d'augmenter de 30 centimes les 3 tranches d'aide que nous apportons pour l'aide aux cantines. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a des remarques donc? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Participation de la commune au FSL, c'est un point que nous votons chaque année. Madame Couzet. Comme chaque année, la commune a été sollicitée par la Caisse d'allocation familiale de Montpellier afin de participer au financement du Fonds de solidarité pour le logement, qui est le FSL. Ce fonds de solidarité est destiné à faciliter l'accès ou le maintien dans le logement des ménages en situation économique et sociale précaire. En 2025, la participation de la commune à ce fonds de solidarité a été de 1 500 €. Il vous est proposé de verser le même montant pour 2026. Merci. Pour les 1 500 € que la commune verse, les bénéficiaires de l'aide touchent environ un montant global de 5 à 6 000 €. On n'a pas le chiffre exact encore pour cette année, mais l'enveloppe devrait se situer autour de ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le point numéro 9, le droit à la formation des élus. L'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales stipule que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. La commune est affiliée au centre de formation des élus locaux qui propose régulièrement des sessions sur différentes thématiques. Généralement, 4 réunions sont proposées par an et par secteur. Les thématiques abordées le plus souvent sont en rapport à la fois avec l'urbanisme, les finances communales, la responsabilité des élus au travers de leurs actions, le développement économique et encore bien d'autres sujets. Des publications traitant d'autres sujets sont également transmises en mairie. Chaque élu reçoit le programme de ces journées et peut s'inscrire. C'est M. Dachao qui est chargé de transmettre, chef de cabinet qui est chargé de transmettre l'information à l'ensemble des élus du conseil municipal. La documentation administrative et technique mise à disposition par abonnement participe également à la formation et à l'information et à la formation des élus. Il vous est proposé de retenir ces dispositions pour la formation des élus. Par ailleurs, la formation des élus est identifiée budgétairement sous l'article 65-315. Elle apparaît sous forme de dépenses obligatoires. Pour l'année 2026, ce sont 4 000 € qui ont été inscrits au budget pour la formation. Il vous est également proposé d'approuver le montant alloué pour cette formation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le calendrier vous sera envoyé au fur et à mesure que nous aurons connaissance des dites formations par Rémi. S'il n'y a pas de questions, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 10. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Le projet de règlement intérieur du conseil municipal qui vous a été transmis avec la convocation à cette séance a fait l'objet d'une analyse de la part de la commission créée à cet effet et qui s'est tenue le 23 juin dernier. Le règlement qui vous est proposé a été établi sur la base du règlement actuellement en vigueur. Quelques modifications y ont été accordées concernant essentiellement le chapitre sur les commissions permanentes et l'espace d'expression sur le site internet de la commune. Je vous ai demandé d'approuver ce règlement. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Julien? On note le fait qu'il y a une institutionnalisation de la participation de l'opposition dans les commissions, aussi de la pluralité politique, au-delà de la commission d'appel d'offres.
Donc nous en remercions de manière transparente, puisque c'est une façon de faire vivre la pluralité au sein du conseil municipal. On dit que vous auriez pu aller encore un peu plus loin, parce que c'est vrai que à chaque lettre, 400 caractères, c'est pas beaucoup. Alors certes, il existe d'autres supports de communication que nous allons mobiliser, mais voilà, 400, c'est pas beaucoup pour s'exprimer. Et je voulais dire à tous les Castillos que nous pensons plus de choses que ce qui a marqué dans les 400 caractères. On essaie de développer votre esprit de synthèse. On voit. Merci en tout cas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Point numéro 11. Désignation d'un représentant de la commune au sein de l'association Les Amis du Château. Suite à la démission de Mme Sandrine Alexandre, il convient de la remplacer au sein de l'association Les Amis du Château. Je vous propose la candidature de Mme Manon Catalan. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret conformément à l'article L2121-21 du CGCT. Donc, je vous propose la candidature de Mme Catalan. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Félicitations, Mme Catalan, pour votre entrée comme représentante de la commune au sein de l'association des Amis du Château. Modification de la composition de certaines commissions. Suite à son installation au conseil municipal, Mme Florence Charpentier souhaite intégrer les commissions suivantes: éducation, enfance et jeunesse, culture et patrimoine, sport, vie associative et animation de la ville. Dans le même temps, on a procédé aussi à quelques petits ajustements. Mme Chantal Pouzet souhaitait remplacer Marisol Sonou dans la commission urbanisme, environnement et travaux, ce que nous avons acté et proposé en tout cas. Donc je vous propose de modifier la composition de ces commissions municipales comme précisé ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Modification du tableau des effectifs. Compte tenu de l'intérêt que représente le contrat d'apprentissage tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, il vous est proposé d'accepter le recrutement de 2 apprentis, donc une pour le service petite enfance et une pour le service communication. La personne recrutée pour le service petite enfance assurera les fonctions d'ASTEM en vue de la préparation du CAP AEPE et la personne recrutée pour le service communication assurera les fonctions d'assistante en communication en préparation d'un master en marketing. La durée de la formation est de 1 an pour chaque apprenti. Est-ce qu'il y a des remarques, des précisions à apporter ou pas? Ok, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Informations et questions diverses. Alors, plusieurs choses. Les jeudis gourmands ont commencé par un premier qui était délocalisé sur l'espace gare. Vraiment, je tiens à féliciter Jean-Pierre Lacroix et les personnes qui ont organisé, car déjà, c'était pas facile de délocaliser. Tout le monde n'était pas forcément favorable à l'idée, mais cette première a été un succès, comme la seconde qui est revenue sur la place du cartel. En tout cas, voilà, ces jeudis gourmands confirment leur succès d'année en année. C'est une manifestation à laquelle nous sommes attachés. Avec l'ouverture du restaurant Place du Cartel, il faudra voir comment réorganiser le tout l'an prochain, mais en tout cas, c'est une des manifestations qui continueront. On va passer au paragraphe des annulations. La première, vous l'avez vu, Château de Lumière a décidé de décaler l'ouverture de façon à la fois responsable et pour faire en sorte que le projet qu'ils sont en train de monter soit le plus cohérent possible avec l'ADN de ce qu'ils souhaitent faire. En fait, ils ont préféré privilégier et mobiliser toute
toutes leurs équipes sur l'ouverture du château et la séance muséographique et le rayonnement du bâtiment lui-même, plutôt que de laisser à penser en ouvrant sans ouvrir les intérieurs que le château serait uniquement une salle de spectacle. Nous, on s'est accordé sur le fait, on a pris acte de leur décision. J'ai déjeuné à midi avec Jérémy Bello, qui était de retour de New York, puisqu'il participait, vous avez vu l'élimination de la Statue de la Liberté, ce sont eux qui ont fait le spectacle. En tout cas, il est très motivé à l'idée de travailler sur le château de Castries, et le vendredi 18 septembre prochain, on aura une séance qui sera uniquement dédiée aux Castriotes, qui sera sur inscription, puisque la jauge est à 2000 personnes, qui sera gratuite, et il proposera une visite à la fois de la muséographie qu'ils sont en train de mettre en place avec l'expertise qui est la leur autour des arts numériques, et d'autre part l'illumination du château. Ça sera le 18, et puis le 19 et le 20, au-delà des visites intérieures, le soir il y aura les spectacles qui étaient convenus, qui se passaient le 10 juillet dernier. Voilà pour le château. Peut-être M. Julien. Oui, monsieur le maire, j'avais prévu de vous poser des questions sur le château. Je vous ai devancé. Voilà. Mais je m'en doutais. Donc, vous savez que nous, notre politique à Castries autrement, nous sommes extrêmement dubitatifs sur la vocation qui a été donnée à ce château. Je rappelle, plusieurs millions de fonds publics qui ont été investis pour sa rénovation, pour in fine en confier l'exploitation à une société privée dont le projet peut être questionné. Est-ce que ce château avait vocation à accueillir des jeux de lumière, et y a-t-il vraiment un public? Nous le verrons bien pour ces animations. En tout état de cause, aujourd'hui, il y a un bail. Nous estimions déjà que ce bail amphithéotique était déséquilibré entre la société privée et la mairie. Et je trouve que cette affaire illustre un petit peu ce déséquilibre. Moi, j'ai des questions précises. Le bail prévoit que cette société doit s'engager à faire un certain nombre d'investissements. Ces investissements, ils doivent en communiquer la liste exhaustive à la municipalité. Et je rappelle que c'est au regard de ces investissements qu'il n'y est pas prévu de redevance pour les années 2025 et 2026. Moi, j'ai une question précise. On en est où sur la réalisation de ces investissements? Et qu'en est-il si la société ne les réalise pas? Première question. Deuxième question. On se dit que si c'est pour générer des flux touristiques au bénéfice de Castries, ce que nous avons un peu de mal à croire, mais imaginons-le, c'est surprenant de ne pas profiter de la période estivale pour générer du flux touristique et de renvoyer aux journées du patrimoine. Et je me dis que si finalement c'est ce qui était prévu, pourquoi avoir annoncé pendant la campagne municipale que ce château allait ouvrir en grande pompe le 19 juillet? Alors, initialement, c'était le 10 juillet. À question précise, réponse précise. L'investissement que fait Château de Lumière sur le site est de 1,5 million d'euros à peu près. L'ensemble de ces investissements sont en cours d'installation, sont en train de finaliser les intérieurs. Vous aurez l'occasion de le découvrir donc le 18 septembre prochain. C'est assez impressionnant. Pour avoir vu quelques photos, c'est assez impressionnant. Alors, les retombées, effectivement, pour l'aspect touristique, c'est une chose. Seulement, le château, il est à Castries. Donc, il va commencer déjà par faire bénéficier de Castries à travers cette journée du 18 septembre prochain. Les retombées économiques, elles sont, pour moi, assez évidentes. Pour avoir discuté avec des restaurateurs, depuis que le château est fermé, et pourtant il n'y avait pas un flux extrêmement important. Les amis du château faisaient des visites, ils le faisaient très très bien, mais ce n'était pas non plus, c'était pas des bus entiers qui arrivaient au château de Castries. L'office de tourisme métropolitain également.
Moi, je peux vous dire que depuis début janvier, certains restaurateurs de Castries ont vu une part de leur chiffre d'affaires assez importante diminuer. Pourquoi? Parce que ces groupes-là ne sont plus là. Ces groupes-là ne mangent plus sur Castries. C'est simplement ça. Après, pour l'instant, l'offre en hôtellerie, vous le savez, elle n'est pas énormissime. Mais en tout cas, l'équipe de Château de Lumière fait fonctionner l'hôtel castriote de renom, je dirais. Alors que ce n'est pas des sommes folles non plus, mais malgré tout, ça permet à certains moments où ils sont en cours d'installation, comme c'est le cas cette semaine, ils sont en train de travailler sur le château, ça permet de remplir l'hôtel, entre autres choses. Ensuite, pour avoir répondu à vos deux questions, notamment sur les flux, pourquoi ne pas bénéficier de la saison estivale? Simplement, ils veulent faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Et en responsabilité, contre-cœur, mais en responsabilité, ils ont décidé de décaler au début septembre. Alors oui, ils ratent la saison estivale, mais c'est pour mieux ouvrir au début septembre. Et je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose que de faire les choses bien, parce que souvent on reste sur une première impression. Si la première impression était mitigée, au conseil municipal suivant, vous m'auriez interrogé. Donc là, vous verrez, vous pourrez m'interroger ou en tout cas dire ce que vous pensez au conseil municipal d'octobre ou de novembre. Et j'espère que votre avis et votre opinion sur le projet aura évolué. Voilà, merci en tout cas. D'autres Je reste sur une deuxième question sur le château. Dans le bail amphithéotique, on a du mal à voir quelles sont les conséquences d'une inexécution de la part de l'amphithéâtre. Alors, une des possibilités est la résiliation du bail. Effectivement, c'est toujours possible. Mais on peut aussi imaginer que si ça ne fonctionne pas, on pourra engager la responsabilité civile de l'amphithéâtre. Et là, on se dit que quand même, avec le faible capital de cette société, je ne vois pas trop ce qu'on va aller chercher en termes de responsabilité civile. Et c'est en ça que je trouve que ce bail est déséquilibré. C'est-à-dire qu'on pense signer avec une société de renom. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le savoir-faire et l'expertise. Mais au final, ces personnes de renom se protègent derrière une société ad hoc avec un faible capital. Et si jamais, il ne faut pas le souhaiter, mais c'est toujours possible, il y ait des dégradations importantes dans le château à l'occasion d'un événement, ou que finalement il y ait des choses qui se passent mal. D'ailleurs, c'est une sous-question. On en est où à la fourniture des assurances qui sont exigées dans le bail amphithéotique? Lors du vote du budget, vous nous avez dit que vous conserviez un certain nombre d'assurances pour par sécurité. Donc, sont-ils bien, monsieur le maire, est-ce que vous nous donnez la certitude que cette société a bien souscrit toutes les polices d'assurance qui sont prévues au bail amphithéotique? Parce que ça serait fort de café qu'in fine, on se retourne contre la mairie s'il y avait des dommages sur une personne ou sur l'ouvrage, sachant que c'est une société, je crois, qui a 10 000 € de capital. On analyse, combien même pas 500. On n'analyse pas grand-chose avec ça. Bien sûr. Non, après, vous le savez aussi bien que moi, le montage d'une telle société, c'est simplement juridique. Et voilà. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Simplement, pour être complètement transparent, vous le savez, ils ont plusieurs sociétés. Ils sont propriétaires du château de Bourgency, une société au château de Bourgency, une société au château de Castries. Pourquoi? Et des sociétés notamment dans le mapping et dans l'ensemble de leurs activités. Pourquoi? Simplement parce que, et là-dessus, on les a remerciés, ils ont voulu être extrêmement transparents. Si un jour le château de Bourgency venait à moins bien marcher que le château de Castries, il s'agirait il ne s'agirait pas que le château de Castries vienne compenser les pertes du château de Bourgency, entre autres choses, à travers. Voilà. Donc là, au moins, il y a une compartimentation entre chaque société qui rend les choses extrêmement transparentes. Nous, comme ça, on a accès
pleinement au compte de la société et sans pour autant nous mêler de ce qui se passe à Beaugency, de ce qui se passe quand ils illuminent l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou tout autre monument à travers le monde. Parce que ça, autant on est très content de les voir dans des génériques en fin d'émission sur les chaînes nationales et internationales, autant ça ne nous regarde pas forcément la nature du contrat et ce qu'ils ont empoché à travers ces manifestations-là. Concernant les assurances, bien évidemment, nous sommes en possession de l'ensemble des documents qui prouvent que le château est assuré de la meilleure manière que ce soit. Encore une fois, on agit en responsabilité. On n'a pas affaire à des gens qui ne connaissent pas les monuments historiques. On travaille avec à la fois les services de l'État, à la fois avec ceux de la métropole également. Croyez bien que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, ça je peux vous le dire et je voudrais que vous en soyez assurés. Et voilà, nous, de notre côté, pourquoi on a conservé l'assurance, c'est ce que je vous expliquais à l'occasion du vote du budget, pourquoi on a conservé cette assurance, c'est simplement une question de tuilage sur une petite année. C'est simplement une question de tuilage. Et j'ai oublié de répondre à votre question quand vous parliez de déséquilibre sur le bail. Alors je ne sais pas si vous parliez par rapport au montant des loyers ou quoi que ce soit, mais en tout cas le montant des loyers il a été évalué par les domaines. Donc du coup, c'est quelque chose qui a été calibré par rapport à la valeur vénale de ce que doit être la location d'un bâtiment comme le château. Après, il y aura la part de négociation et en fonction du chiffre d'affaires que vous avez vu le bail, vous savez, c'est plafonné à 220 000 € de mémoire. Je nous souhaite, je ne sais pas s'il faut le souhaiter, que nous arrivions au plafond, parce que ça ferait une fréquentation quand même très très importante. J'espère que vous avez bien anticipé les parkings pour accueillir toute cette fréquentation, pour atteindre ce chiffre d'affaires. Bien évidemment, nous avons des idées sur les parkings et de toute façon, on savait forcément qu'en faisant vivre le château, il y aurait besoin à la fois de parking, à la fois de transport. Et toutes ces solutions sont bien évidemment dans les tuyaux et nous travaillons sur ces questions-là et bientôt les réponses apparaîtront. Concernant les annulations, pareil, en responsabilité, et là pour le coup, je tiens à remercier Madame la préfète qui a pris un arrêté interdisant le tir des feux d'artifice sur le 14 juillet. Alors nous, dès la veille, on avait pris la décision d'annuler puisque nous savions que nous n'aurions pas de dispositif de sécurité, donc c'était criminel de tirer un feu d'artifice dans ces conditions. Je pense qu'à l'avenir, il va falloir se poser la question de savoir ce qu'on fait avec les feux d'artifice, parce qu'on ne va pas aller vers des temps plus cléments. Pas de tir peuvent se faire dans des conditions optimales à Castries. Il ne s'agit pas de donner davantage de travail aux pompiers parce que les dispositifs de sécurité, s'ils existent et si les pompiers les contrôlent de bonne grâce, les mobilisent et parfois pas tellement opportunément. Donc il faudra se poser la question à l'avenir de savoir ce que nous faisons autour de ces manifestations. Voilà. La fête votive, vous le savez, la fête votive débutera le 31 juillet, mais son ouverture officielle aura lieu le 1er août. Le comité des fêtes est en train de distribuer, peut-être qu'il pourra nous en dire un mot si tu veux, le programme à travers le Fougassé. Je sais que vous en êtes à votre 4e soirée. Ce soir, ça a été annulé faute de monde parce que tu es là. Pas que parce que tu es là. Tu veux dire un mot ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, d'accord. Au dos de l'agenda, vous retrouverez le bulletin d'inscription. Le bulletin d'inscription pour le repas des aînés qui se déroulera le lundi soir, comme habituellement. La limite d'âge, je crois, c'est de 65 ans. Et
précédente. Les personnes de plus de 65 ans sont cordialement invitées à participer au repas des aînés. Donc, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il faut juste le faire savoir qu'on aille les chercher. Et celles qui veulent être accompagnées, qui n'ont pas la possibilité de venir seules, l'accompagnant est autorisé à venir. Moi, j'ai bien la somme, 25 €. Oui. Vous l'avez vu sur le magazine, nous avons lancé un appel à candidature pour les référents de quartier. Les quartiers ont été redécoupés comme nous nous y étions engagés. Alors pour l'instant, la carte sur le magazine n'est pas forcément extrêmement claire. Vous aurez une carte bien plus claire sur le site de la commune. Les candidatures peuvent se faire jusqu'au 31 août. N'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, à candidater. Moi, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire. Si quelqu'un a des remarques ou veut faire une prise de parole, alors, moi, je voudrais revenir sur deux événements culturels qui ont eu lieu au début du mois de juillet et qui ont été un succès. Donc, le premier, ça a été l'Étoile en fête qui a eu lieu dans le square Amadou Brunel, qui a été en partenariat avec l'Épicerie Solidaire et le service culture, donc qui a réuni les bénévoles de l'Épicerie Solidaire qui ont participé, qui ont fait beaucoup de sucré, de salé et qui ont tenu la buvette. Donc, je voudrais remercier les bénévoles de l'Épicerie Solidaire ainsi que le personnel de la mairie qui était présent aussi pour tenir cette buvette. Il y a eu beaucoup de monde. C'est une soirée qui a fait des ateliers pour les enfants au niveau poterie, au niveau dessin, animé par Madame Giscard, la dame de la poterie. Et on a eu aussi un concert de groupe Céline Trio qui était en résidence pendant la semaine précédente et qui nous a fait un petit spectacle. Donc cette soirée était très intéressante et sera amenée à se pérenniser puisque le partenariat entre la culture et l'épicerie solidaire marche très bien. Et de plus en plus de personnes se joignent à nous dans cette cour qui est vraiment très agréable pour les spectacles. La deuxième soirée qui a été très appréciée aussi, c'est le concert de Radio France qui a eu lieu aussi pareil dans le soir Amadou Brunel, qui a réuni ce soir-là le mezzo-soprano Alban Carrère et le guitariste Sébastien Linares, qui nous ont enchantés par leur prestation, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, ils ont été très applaudis. Mais ces concerts de Radio France sont toujours d'une qualité remarquable et on prend toujours un grand plaisir à aller les voir. Donc ça revient chaque année et chaque année nous serons enchantés de les recevoir. Et je manque de vous dire que le 7 août, nous avons le cinéma dans les arènes, le cinéma sous les étoiles, donc en partenariat avec la métropole. Le film qui sera diffusé, ce sera Barbie. Et c'est toi qui l'as choisi. Non, justement pas. Nous n'avons pas eu vraiment le choix. C'était soit un film gore, soit Barbie. Alors on a pris Barbie. Il paraît qu'il est pas mal. Certains l'ont vu. Nous jugerons par nous-mêmes quand nous l'aurons vu. Voilà. J'ai oublié, de mon côté, j'ai oublié de vous parler du retour de la soirée blanche qui aura lieu le 29 août prochain dans la cour d'honneur du château, parce qu'on a demandé à pouvoir bénéficier de la cour d'honneur, ce qui nous a été gentiment accordé bien au-delà on est allé bien au-delà du bail, monsieur Julien. Pour l'instant, on bénéficie davantage du château que ce que la société bénéficie du parc. Peut-être Jean-Pierre, si tu veux me dire un petit mot de la soirée blanche. Merci Michel Maire. Alors la soirée blanche donc, débutera à 19h pour finir à 1h du matin, dress code blanc bien évidemment. Il y aura deux parties, une partie dansante sur la fin de soirée et en début de soirée il y aura soit une déambulation dans les tables, soit un petit spectacle, on doit finir de finaliser tout ça. Voilà, et jusqu'à maintenant la mairie offrait des bouteilles de vin sur les tables, c'était un peu compliqué dans la gestion du verre et tout ça. Donc cette année, on mettra des cubis pour que les gens puissent venir se servir, et ce qui générera un petit peu moins de difficultés dans la gestion des déchets. Merci de tenir compte de la difficile délégation qui est la mienne à la métropole.
l'absence de Myriam, moi, je voulais vous faire un retour de notre petite escapade parisienne où nous avons eu la chance d'être reçus et invités par le sénateur Hussein Bourgi avec les enfants du CMJ. Nous sommes donc partis à Paris sur une journée. Nous avons eu la chance d'avoir pu assister à une petite partie d'une session qui était en cours. Voilà, les enfants sont revenus ravis, c'était une belle expérience à renouveler peut-être une autre fois sur l'année prochaine avec le prochain conseil municipal des jeunes. En tout cas, voilà, merci à Hussein Bourgi de nous avoir invités et d'avoir été reçus de cette manière au Sénat. Voilà, merci. Monsieur Julien, je crois que vous vouliez reprendre la parole. Oui, c'est sur la visibilité, la communication des travaux qui sont faits par la métropole pour qu'elle soit accessible auprès des castriotes. Moi, je suis interpellé par des castriotes qui disent la métropole est venue faire tel ou tel travaux, ils devaient faire autre chose, ils appellent les services techniques de la mairie qui leur répondent c'est pas nous, c'est la métropole. On leur demande mais qu'est-ce qui a été fait, quand est-ce qu'ils reviennent, et les services techniques répondent on ne sait pas, c'est la métropole. Donc les services techniques de la mairie n'arrivent pas à avoir l'information. C'est difficile pour les castriotes de l'avoir, qui n'ont pas tous les tenants et les aboutissants pour chercher l'information. Ne serait pas-il possible, au bénéfice de tous, que via le site internet de la mairie ou via n'importe quel autre support, on ait chaque mois ou chaque 15 jours les travaux qui vont être réalisés par les services de la métropole. Ça va c'est un peu technique, donc je ne suis pas sûr d'être tout à fait exact, mais sur de l'élagage à la place du renfort d'arbres. Sur les rues aussi, on pensait qu'il allait se passer des choses. Finalement, bon, là j'ai vu qu'on a rebouché les trous, mais on ne sait pas si ça va aller beaucoup plus loin. Qu'au moins on puisse avoir l'information, ça lèverait un certain nombre d'incompréhensions qu'il y a. Et même si j'ai bien en tête que ce n'est pas de la compétence de la mairie, dans la mesure où la mairie est un échelon de proximité qui est accessible par les castriotes, pour que celle-ci puisse se faire à minima le relais d'information de ce qu'il fait au quotidien sur le village de Castres, ou la ville de Castres. Alors, déjà, ça m'étonne un peu que les services techniques répondent c'est pas nous, c'est la métropole. Vous le savez, c'est pas dans l'habitude ni des élus ni des services d'écrire la responsabilité qu'elle est là. La métropole, c'est nous. Donc, c'est pas nous, c'est la métropole, ça ne doit pas exister. La métropole, c'est nous. Concernant l'information, alors l'information, à la fois que nous donne la métropole fait passer un planning d'intervention, effectivement, que sur l'ensemble de 3 jours de voirie, puisque vous le savez, de mur en mur, c'est de compétences métropolitaines. Et ce qui n'exclut pas, encore une fois, que la mairie les services de la mairie soient associés à l'ensemble des décisions qui sont prises et à l'ensemble de la programmation des travaux. Que ce soit des travaux d'élagage, de désherbage ou des travaux de voirie. Concernant les travaux de voirie, il ne devra pas échapper que nous sommes en début de mandat. Alors effectivement, on est en train d'essayer de faire des campagnes de bouchage de trous, ça c'est une première chose. Après, les projets arrivent, les projets de plus grande envergure arrivent petit à petit. À la fin du mois de juin dernier, et encore d'informations aux riverains, nous étions dans la rue des Candinières où on va avoir un petit projet d'aménagement d'un cheminement doux, de stationnement et de sécurisation de la voirie. Et avec différents élus des services de la métropole, nous sommes allés présenter au cours d'une réunion publique ces travaux. Je l'ai dit, je m'y suis engagé, partout où il y aura des travaux, nous irons faire une réunion publique. Pourquoi? Parce que qui mieux que ceux qui vivent le quartier pour savoir comment nous aiguiller pour l'aménager. Voilà. Quant à la communication de ce que fait la métropole, alors la difficulté, souvent on entend dire mais moi j'étais pas au courant. Alors c'est vrai que nous parfois on l'est, souvent on l'est. Après l'information, il faut aller la chercher. Souvent il y a des arrêtés, chaque fois qu'il y a des travaux, il y a des arrêtés qui sont pris, souvent il y a un affichage à travers les arrêtés municipaux que je signe.
continue. Alors, vous allez me dire, un arrêté, c'est un petit peu parfois compliqué à déchiffrer. C'est extrêmement administratif. Malgré tout, ça donne de l'information. Après, quant à savoir comment on peut communiquer mieux, on va y réfléchir, à la fois avec les services de la métropole, puisque l'ensemble des communes, on n'est pas les seuls, malheureusement, dans ce cas. Comment on peut essayer de faire passer un planning qui soit à la fois cohérent, alors peut-être pas sur des menus travaux, parce que dire qu'on va aller élaguer un laurier rose rue de la briqueterie, qui passait au quotidien, ça peut vous intéresser, ça ne va pas forcément intéresser quelqu'un qui va habiter à l'avenue Paul Riquet, mais effectivement, il faut voir comment on peut essayer d'améliorer la communication. En tout cas, sachez que chaque fois qu'il y a des travaux de plus grande envergure, soit la métropole, soit la mairie prévient à travers des courriers, et comme je m'y suis engagé encore une fois, nous irons faire des réunions publiques partout où il y aura des projets. Ce qui est le cas à la fois sur les caninières, quand il y a des petits soucis autres, comme sur les lavandières, on a fait également une réunion publique. Et partout où il y a des projets qui soient un peu plus costauds que de l'élagage, nous informons, nous, avec les moyens institutionnels. Mais effectivement, moi, ce que je faisais remarquer, et ça vaut notamment aussi pour la collecte, surtout pour les jours fériés, les gens ont parfois de la difficulté de savoir si la collecte des déchets va s'opérer, par exemple, le 1er mai, quand ça tombe jeudi ou vendredi. Là, moi, ce que je propose, c'est que les services, alors le site de la métropole est bien fait, mais effectivement, moi je comprends les Castriotes pour qui le service de proximité, la collectivité de proximité, c'est la mairie. Donc, ce qu'on fera dorénavant, c'est qu'on viendra, nous, en support de la métropole sur ce genre de choses-là, et on communiquera de notre côté aussi. Eux le font, alors à l'échelle qui est la leur, mais nous, on doit le faire effectivement avec des frappes plus stratégiques, plus précises. D'abord, je vous donne acte que vous êtes présent sur la réunion de concertation et consultation citoyenne. Ma question portait vraiment sur l'information. Hein, et on se dit quand même que ce service, ou alors on peut se demander comment il fonctionne, il ne se lève pas le matin en se disant tiens, aujourd'hui on va aller à Castries. Hein, j'imagine qu'il y a un chef de service, qu'il y a un directeur, qu'il y a une programmation du travail à la semaine et au mois, et que c'est quelque chose qui pourrait être à minima communiqué et transparent. J'ai noté que vous dites que vous allez le relayer sur le site de la mairie. J'ai noté aussi donc, sur les déchetteries, les horaires ne sont pas très respectés en termes d'horaires de fermeture. Et je pense qu'il faut prendre des photos et filmer parce que... Je veux bien que vous me teniez informé voilà, de cela. régulièrement, il y a une sorte de droit de retrait qui s'exerce de manière un peu sauvage en disant ça se passe mal donc on ferme et les horaires ne sont pas respectés. Mais je note bien, le planning des interventions et que vous referez le relais auprès des services de déchetterie. Surtout que c'est votre délégation en plus, hein, les déchetteries. C'est complètement ça. Je n'y manquerai pas. C'est complètement ça. Alors sur les déchetteries, c'est vrai que parfois les agents exercent un droit de retrait, mais il faut savoir qu'ils subissent beaucoup d'agressions. Alors nous, Castries-Bayard, on est assez épargnés par ce genre de choses-là. Mais pour vous dire, maintenant je connais à peu près l'ensemble des 20 déchetteries qui sont opérantes sur le territoire métropolitain. Il y a des déchetteries où il n'est vraiment pas simple d'être gardien, croyez-le bien. Concernant le planning et concernant le fonctionnement du pôle Cadoule-Bérange, effectivement, il y a un directeur qui est accompagné de sous-directeurs, de sous-sous-directeurs, et il y a des plannings qui sont faits seulement ces plannings-là, parfois prennent un petit peu de retard pour diverses raisons. À la fois, c'est des travaux d'extérieur, à la fois les intempéries, à la fois quand il y a des saisons un petit peu exceptionnelles avec beaucoup de pluie, puis derrière des grosses chaleurs, l'herbe elle pousse plus vite. Il y a deux saisons qui sont un petit peu compliquées, effectivement. Le printemps, au moment où l'herbe pousse, et à l'automne, au moment où les feuilles tombent. C'est au niveau du nettoyage des rues, de l'entretien des rues, effectivement, c'est des périodes qui sont compliquées. Alors, pour le coup, moi j'avais demandé à ce que les travaux arrivent à Castries plutôt en fin de saison. Pourquoi? Simplement parce que les travaux qui sont faits en début de saison, vous arrivez en milieu de saison,
et il faut refaire. Et le pôle Cadoul-Bérange, c'est 10 communes, ce sont 10 ou 11 communes. Ce sont 10 communes. Et une fois qu'ils sont passés dans une commune, derrière, ils ont du mal à repasser une seconde fois. Donc, je voulais que ce soit fait une bonne fois pour toutes chez nous, en essayant d'être cohérent avec, à la fois avec le calendrier et avec l'entretien de la voirie. Voilà. Est-ce qu'il y a Madame Posé? Je voudrais revenir sur l'épisode caniculaire parce qu'apparemment il semblerait que ce ne soit pas terminé. Donc, voilà. Donc, nous avons une liste des personnes vulnérables au CCAS et beaucoup de personnes ne veulent pas s'y inscrire. Donc, je voudrais lancer quand même un appel, c'est très important parce que nous, le CCAS, contacte ces personnes régulièrement pour leur proposer soit qu'on y passe, soit venir l'examen ici pour pas avoir le frais. Nous avons eu aussi des personnes du Chêne d'air qui ont eu très chaud parce que les appartements sont très bien, ne sont pas traversants. Donc on a demandé à la maison de retraite de pouvoir les accueillir puisqu'ils sont juste à côté. Donc ces personnes qui sont dans le besoin d'avoir un peu d'air frais peuvent aller à la maison de retraite en se signalant à l'avance au CCAS. Et puis on a eu la surprise aussi d'avoir un généreux donateur particulier qui, après avoir lu l'article et savoir qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de fraîcheur, m'a fait un don pour le CCRS de 2 000 € en demandant qu'on achète des ventilateurs pour les personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens de se le faire. Donc je salue et je remercie fortement cette personne. Ça, et également, l'espace vert est ouvert également comme salle climatisée pour ceux qui souffriraient de la chaleur. Merci Chantal pour ces précisions. C'est vrai que c'est important de savoir que la commune accompagne les personnes les plus vulnérables dans ces épisodes. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, M. Julien. Peut-être pour revenir sur la question sur l'épisode caniculaire, il me semble que EDF a lancé une grande campagne de financement des climatiseurs pour les établissements d'enseignement secondaire, j'en suis sûr. Je crois que ça marche aussi pour les établissements primaires. Je voulais savoir si les écoles de Casserie s'étaient positionnées, puisqu'il faut le faire avant le 31 août. Oui, on est dessus. Merci en tout cas de l'information, mais on était déjà informés et le dossier est fait par monsieur le directeur général des services sous la cadre de Madame Senot sur les écoles. Dernière question pour avoir une demande d'information. Je crois que dans le bulletin municipal, vous annoncez le projet autour du cours complémentaire. Ouais. Je voulais savoir si vous pouvez en savoir un peu plus sur le calendrier des travaux et ce qui est prévu. Oui, tout à fait. On peut détailler le projet. En fait, le cours complémentaire, vous l'aurez remarqué, se divise à peu près en 4 espaces. Je veux dire. Le bâtiment central, l'ancien cours complémentaire, avec le rez-de-chaussée qui est occupé actuellement par le local du protocole pour partie et par le coup de barre pour autre partie. Il y a l'étage sur lequel les amis du château ont leur atelier couture. Ils occupent 2 salles. Et il y a 2 autres salles qui sont inoccupées. Il y a la cour, qui est un bel espace à aménager. Il y a le transformateur qui lui est une verrue. Et enfin, il y a la menuiserie qui est en l'état en grande valeur, mais qui a un potentiel extraordinaire. Le projet sur lequel nous avons demandé à un architecte qui avait, puisque vous le savez, le cours complémentaire faisait déjà l'objet d'un projet au mandat précédent. Donc il y a une mission qui avait été confiée à un architecte à cette époque-là et qui n'avait pas abouti. Et du coup, c'est ce même architecte puisque le contrat pour toujours, c'est ce même architecte, puisque le contrat pour toujours, qui a été mandaté pour nous faire des propositions. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est, vous savez, le club de jeunes est installé là, se trouve à l'étroit, et le cours complémentaire, quand il a été légué à la commune, l'a été sous condition, celle que le bâtiment soit toujours destiné à la jeunesse, entre autres choses. Donc, notre idée, c'est de rapatrier
village, dans un lieu sécurisé, dans un lieu qui soit adapté à leurs besoins et sur lequel ils puissent continuer à développer des activités et à faire en sorte que l'ensemble de la jeunesse castriote trouve des animations à la dimension de ce qu'on veut faire. Donc, le club des jeunes occuperait quasi l'intégralité du rez-de-chaussée. On y ferait également une salle de stockage et un petit réfectoire ou une petite kitchenette. La cour, elle, serait désimperméabilisée et paysagée, à l'exception d'une place PNR. Seul, on maintiendrait simplement une place PNR parce que je pense que cet espace a vocation, qui est en plein centre-village, a vocation à être un bel espace. Ça ne doit pas être du parking. Encore une fois, il y a un bâtiment qui a une valeur qui, même s'il n'est pas classé, il a quand même une valeur historique et patrimoniale importante. Et il n'est pas question de le défigurer. Le transformateur, on va essayer à la fois de le camoufler et peut-être éventuellement de voir si on peut de faire un système d'écran pour des projections à travers peut-être un bordage de bois qui délimiterait tout, mais voilà, le transformateur sera autant que possible camouflé. Et enfin, la menuiserie. La menuiserie, on souhaiterait en faire une salle de convivialité. La menuiserie, c'est un très très bel espace. Vous voyez la menuiserie, monsieur Julet? C'est un très très bel espace qui peut à la fois accueillir, qui pourra à la fois accueillir des assemblées générales d'associations, qui pourra accueillir certaines réunions. Et en tout cas, nous, on entend lui conserver un esprit à la fois garder l'esprit du bâtiment qui est quand même un très beau bâtiment et qui mérite de rester dans son état naturel, mais en le modernisant. Et on va faire un endroit chaleureux où les castriotes se sentiront bien. Quelque chose, si vous voulez, un peu l'équivalent de la galerie des Halles, mais avec un usage qui sera plus ouvert encore aux associations. Avec un bar et de quoi pouvoir recevoir entre autres les assemblées générales des associations. La jauge est à peu près de 40 à 50 personnes sur une salle comme celle-là. Après, je peux aller plus loin dans le développement parce que c'est un petit peu une opération à tiroir. Juste en face. Ça, c'est les 700 000 €, c'est ça ce que vous nous décrivez, c'est la première tranche. Grosso modo, ce sont les 700 000 € sur ces. Encore une fois, sur ces. Alors, le transfo, c'est pas le truc, mais en tout cas, c'est moche et ça mérite d'être valorisé autant que possible. En face au complémentaire de l'ancienne trésorerie, le bâtiment de l'ancienne trésorerie. Le bâtiment de l'ancienne trésorerie accueille actuellement le Castries Running Club. Le Castries Running Club est également à l'étroit et ce n'est pas très fonctionnel, notamment pour du stockage. L'idée, c'est de rapatrier le Castries Running Club sur l'ancienne gare, dans le local qu'occupait le club ado. Ensuite, le local, donc l'ancien local du Castries Running Club, l'ancienne trésorerie, elle deviendrait une forme d'annexe du poste de police municipale, parce que je trouve essentiel que la police municipale soit visible. Les deux ASVP, encore une fois, que nous n'avons pas recruté, ce sont du redéploiement de personnel. Les deux ASVP entreront en fonction début septembre. Et alors, pas début septembre, en tout cas, au fur et à mesure de l'avancement des différents travaux dont je vous ai parlé là,
on mettra en œuvre cette annexe de poste de police municipale pour que les castriotes et les gens qui traversent Castries voient ce point important de sécurité. Voilà pour cette opération à terroir. Et sur le cours complémentaire, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Je lève la séance et je donne la salle au public, la parole au public. Moi j'aime bien donner les salles et